Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo bilan des films vus en 2022, comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête ici, où je vais parler en toute subjectivité des films qui m'ont laissé, on va dire, indifférent, et d'autres films qui m'ont super bien plu en cette année 2022, une sorte de bilan de fin d'année, un bilan cinématographique. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, évidemment, hein, c'est totalement subjectif. Je ne prétends pas non plus avoir vu toute l'intégralité des films en 2022, et voilà, je serai certainement peut-être pas d'accord avec mon top flop, on va dire, hein, c'est un peu... voilà, je fais un peu dans le même genre. Alors, c'est pas vraiment un top dans le sens où il n'y aura pas de classement, mais je vais commencer par les films qui m'ont paru un petit peu, où j'étais le plus, voilà, indifférent, et on terminera par mon podium. Alors, ceux qui me suivent sur les réseaux, et notamment sur Twitter, savent très bien quel est déjà mon podium. Là, je vais essayer de le confirmer dans ce top, ou l'infirmer peut-être, parce qu'il y a peut-être des films qui ont sauté une place, et on va voir ça un petit peu. Alors voilà, vous pouvez après discuter de mon choix, de mes films que je vais retenir cette année 2022. Ça ne veut pas dire, je vais commencer par des films que j'aime, on va dire, qui m'ont paru totalement quelconques comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. C'est des films simplement, j'ai pas ressenti quelque chose de bien particulier. Alors, on va commencer d'abord par le premier film que je classe en queue de classement, et ce film c'est Mort sur le Nil de Kenneth Branagh. Alors je l'ai mis en fin de classement, en tout dernier queue de ma liste, parce que ouais non mais attention, hein, je juge pas la qualité du film qui est peut-être bon, hein, c'est après tout, mais je veux dire, quand on a un film en 79 qui s'appelle Mort sur le Nil, réalisé par John Guillermin, avec l'excellent Peter Ustinov en Hercule Poirot, qui est magnifique dans ce film, avec tout un casting aussi, et puis réalisé en décor naturel. J'ai envie de dire, pourquoi faire ce film qui, est réalisé en studio, en CGI. Voilà, c'est ce film... Alors, oui, c'est bien réalisé, oui, Kenneth Branagh a le droit de faire les films qu'il veut, je ne juge pas le contraire, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas inintéressant, mais si je l'ai mis en queue de classement, c'est que finalement, il m'a fait moins rêver que l'original, c'est-à-dire celui de 1979 avec Peter Ustinov. Je suis désolé Kenneth, je t'aime bien, t'es un bon cinéaste, t'es un bon réalisateur, mais sérieusement, ton Mort sur le Nil, c'était pas nécessaire, c'était pas utile. Et franchement, c'est pas un film qui va révolutionner le genre. Deuxième film alors là, attention, Pinocchio. Cette merde, mais c'est une merde. Franchement, il n'y a pas à dire. Même si c'est réalisé par Zemeckis, désolé Robert Zemeckis, mais quand on fait un film comme ça, qui n'apporte rien, qui est juste un remake de l'original, presque image par image, mais merde, tu te gardes. Tu te gardes ton idée, quoi. Alors oui, il faut me dire, il y a Tom Hanks, il y a tout ça, oui, mais c'est beau, oui, techniquement, c'est super bien fait, c'est vrai, mais dans l'idée, c'est merdique. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et franchement, je dirais pas qu'il est pire que... Voilà, mais ça sert à rien. Pourquoi? Si on a une telle technique oui, vous savez faire la technique des live action, ça, il n'y a pas de problème. Le film, d'un point de vue technique, il est bien fait, il y a ok. Mais putain, mais faites de la création, faites de la réalisation, faites du nouveau, faites-nous rêver avec des projets nouveaux. Ne reprenez pas des projets avec lesquels vous allez ressucer comme ça les recettes qui ont marché. Ça, c'est un film, c'est un remake de l'original qui était bien mieux fait, je suis désolé, parce que c'était en animation, parce que c'était, voilà, il y avait la nouveauté, ça nous a fait rêver quand on était gosse. Là, c'est du copier-coller. Il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, cette version de Robert Zemeckis, qui est un grand réalisateur autrement, mais je veux dire, où on l'oublie par rapport à ce qui va arriver par la suite. Film suivant. Alors, Moonfall.
Moonfall de Roland Emmerich. Ah, vous savez, je vais pas me mentir à moi-même, je l'ai dit, j'ai même fait un live sur ma chaîne. Vous savez que je suis très fan de la filmographie de Roland Emmerich. Mais ce film-là m'a quand même déçu. Peut-être pas sur la fin, pas des derniers 3/4 de la fin qui sont très intéressants, mais tout le reste du film est hyper rushé. Je n'ai rien ressenti, si ce n'est qu'un survol vague avec des films catastrophes. Ça va trop vite, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, et résultat, il sort un film qui est complètement bancal, avec, vous prenez les 3 derniers quarts du film, qui sont par contre très bien faits, très intéressants pour ce qu'il développe, avec toute cette histoire dans l'espace, avec la lune, tout ça, et voilà, c'est très intéressant, mais alors le reste, Emmerich, s'il te plaît, arrête de faire des films comme ça. Ou alors tu t'attardes sur un film, tu fais quelque chose, tu nous sors du Independence Day. Moi j'aime bien Roland Emmerich. J'aime bien Roland Emmerich quand il fait du Independence Day, j'aime bien quand il fait du Stargate, mon film préféré, quand il fait des films comme ça. Mais là t'as rushé le film. T'as rushé, c'est pas possible. On ne s'attache à rien, ça va trop vite. Et voilà pourquoi je le mets en queue de classement. Et il restera un film, pour moi, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui restera très mineur dans la filmographie d'Emmerich, et pas un film majeur dans l'année 2022. Donc, allez, oubliable pour une grande partie du film, à part peut-être pour la fin, si vous voulez voir quelque chose qui soit intéressant, avec un développement, avec un thème un petit peu très original, mais pour le reste du film, oubliez. Pas de film suivant. Alors, Le Samaritain de Julius Avery. Là encore, bon, sorti sur une plateforme que je n'ai pas d'ailleurs, hein, merci le streaming, mais je l'ai vu, comment dire, Sylvester, s'il te plaît, je t'aime bien, j'étais toujours aimé comme acteur dans Rambo, mais s'il te plaît, à plus de 75 ans, ou, enfin bon, je sais pas quel âge, tu vois quand même, aujourd'hui, t'as un âge. Je sais pas, prends des rôles, mais arrête de vouloir jouer aux jeunes. Franchement, arrête de vouloir jouer aux jeunes. Oui, c'est vrai que tu veux montrer que tu as la forme. Je dis pas, mais franchement, on voit que tu as plus de 70 ans. On voit que tu es plus. Et ce film, je suis désolé, mais. Bon, tu veux jouer les super-héros, dans le truc, mais arrête. Prends des rôles de composition. C'est pas grave de vieillir, on vieillit tous. On t'a aimé, c'est ce que tu es, on t'aime encore pour l'acteur, mais justement, reprends des rôles qui sont posés, qui sont à ta mesure. Arrête de vouloir jouer les jeunes, et surtout dans un film au final qui est pas mauvais dans sa réalisation, dans sa mise en scène, il y a des bons plans, mais franchement dans l'histoire, c'était plus crédible, Sylvester, t'es plus crédible. Donc ce film, au final, bah, c'est plus le Stallone qu'on a aimé quand on était gosse dans les années 80 ou dans les années 90, je suis désolé, mais tu vieillis Stallone, tu vieillis, t'as plus le punch, t'as plus le truc. Donc c'est pas un film, là encore, je le mets en queue de classement parce que, bon, je te mets parce que c'est Stallone, mais franchement, je retiens rien de ton film. Sauf quelques plans comme ça, par-ci par-là, qui sont très bien faits. Mais toi-même, j'ai envie de dire, arrête de vouloir de la jouer jeune. Film suivant, Médiéval de Pierre Jackal. Alors il est sorti sur Netflix, hein. C'est pas au cinéma, et justement, c'est dommage, j'aurais aimé le voir au cinéma. Alors là, on s'approche des films que j'ai envie de dire, que j'ai aimé, sérieusement. J'ai aimé ce film, oui, parce que déjà, c'est un bon petit blockbuster. Bon, c'est pas non plus voilà, mais ça fait le taf. Ça parle de l'histoire d'un héros médiéval, un peu à la brave. Ah, j'ai oublié le nom, Yann, je sais plus, Yann Palach, ou je sais pas, peu importe. C'est un héros, je crois que j'en ai parlé. C'est un héros tchèque, assez connu. Je crois que c'est Yann Palach ou un truc comme ça, bref, peu importe. Ceux qui ont joué à Age of Empires 2
le savent parce qu'il y a une campagne à son nom, d'ailleurs avec les Bohémiens. Et oui, il y a quand même comme ça, il y a des scènes de combat qui sont très intéressantes, qui sont très bien étudiées. C'est un film sur l'honneur, sur un peu ces chevaliers, c'est à la Bravart. Ça se passe dans l'Europe centrale, c'est très bien fait. Et franchement, je vous le conseille. C'est encore disponible d'ailleurs sur Netflix. Regardez-le. Voilà, le héros il fait assez badass avec sa masse et puis son espèce d'épée crantée là. C'est pas mal. Franchement, ouais, même si on n'est pas forcément tchèque, on va kiffer le héros. Je vous le recommande et ça m'avait bien plu. Film suivant que je retiendrai de cette année 2022. Alors Athéna. Ah, Athéna, Romain Gavras. Alors attention, ça va. Alors, je sais que beaucoup l'ont aimé. C'est vrai que c'est impressionnant, spectaculairement. C'est voilà. Mais j'ai envie de dire, Romain Gavras n'a pas la pertinence de son père. Je suis désolé. Alors oui, c'est un très bon film, c'est une très belle tragédie. Hein, on peut, voilà, l'analogie avec la cité grecque, Athéna, tout ça. Voilà, ça fait un peu les 300, hein, l'usage des plans séquences, c'est très bien filmé, etc. Mais la banlieue, quoi, cette image de la banlieue, et toujours cette banlieue, les oppressés, comme ça, contre la police, tout ça, c'est vu et revu, bordel. C'est pas pertinent ce film. Il a aucune pertinence. Voilà, j'ai envie de dire, ok, tu sais faire un film, ok, tu sais utiliser la technique des plans séquences, ok, tu sais mettre en scène, ok, c'est très beau, voilà, c'est magnifique, c'est spectaculaire, c'est tout ce que tu veux. Mais ton film n'a aucune pertinence, Romain Gavras, aucune pertinence. Ça, c'est du déjà vu. Ton thème, c'est du déjà vu. C'est une présentation, une énième présentation de la banlieue et de ses milieux comme ça. On en a vu plein des films comme ça. Je veux dire, et voilà, ton père, il savait faire des films, il savait faire des films avec une certaine pertinence, avec une certaine proposition. Toi, tu sais faire des films, oui, t'es un bon cinéaste, mais t'es pas pertinent dans ton ton. Je suis désolé. Alors oui, si on le prend comme une histoire de frères, tout ça, de fratrie, oui, effectivement, c'est une tragédie grecque. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et franchement, la présentation de la banlieue comme ça, mais on l'a vu des milliers de fois, c'est pas pertinent. Alors le film est bon sur le côté film, ça je le prends, ça j'accepte, mais franchement, sur la pertinence de ton, je suis désolé, tu restes quand même très éloigné des films que faisait ton père. Suivant. Alors The Gray Man, des frères Russo, là aussi encore un film que j'ai vu sur Netflix, que je mets dans mon classement un peu comme ça, mitigé. C'est pas mal, c'est pas mal, ça casse pas trois pattes à canard, mais c'est bien fait. C'est original, ça passe une bonne après-midi sur Netflix, quoi. Mais c'est pas un film de cinéma. Je suis désolé, c'est un bon petit film comme ça, c'est au niveau d'un téléfilm d'action, mais voilà, sans plus. Mais c'est sympathique à regarder. Bon, next. Alors les vedettes, ça aussi. Alors, je suis allé un petit peu à reculons parce que je me suis dit, hein, les comédies des années 2000, 2010, 2020, ouais, c'est pas... Eh bien, j'étais surpris de trouver un film qui était pas mal, qui était assez marrant, qui était assez sympathique à regarder. Bon, après, c'est le palmacho, tranquille. Mais plus que ça, ouais, c'est sympathique. En plus, il y a une réflexion aussi sur le vedettariat, sur la notoriété, la célébrité, tout ça, sur le talent. Voilà, il y a une histoire comme ça, on gravit les échelons dans l'art. Enfin, ouais, c'est sympathique. Il y a la chanson Quand j'étais chanteur, bon, qui revient en tête. Bon, c'est sympathique. C'est sympathique, sans plus, mais ça m'a fait une bonne petite avant-midi ciné. Oh, j'ai pas regretté. Voilà. Un bon petit film que je mets dans mon, on va dire, au milieu de top flop, c'est-à-dire, bon, sans. C'est ni bon ni mauvais, tranquille. Next. Alors, Prey de Trachtenberg. Alors, voilà, ça c'est le titre que j'ai mis sur ma chaîne. Alors, j'en ai fait la liste, je fais de toute façon, je l'ai fait. La critique sur ma chaîne, je vous renvoie un peu à la vidéo que j'ai faite.
Alors, vous voyez, c'est le titre que j'avais donné, la miniature que j'avais fait. L'affrontement ultime de Pocahontas contre Predator. Je ne change rien, oui, et c'est toujours ce que je pense. C'est un peu Pocahontas contre Predator, en mieux fait, évidemment. Mais voilà, c'est pas au niveau des Predators qu'on a connus. Alors, le film est bien fait, hein, voilà, c'est très bien fait. Mais c'est quand même pas du Predator. Je suis désolé. C'est bien fait, c'est bien conçu, on sent qu'il colle à la mythologie Predator, mais c'est quand même pas, voilà, ce sera pas le film de l'année pour moi. C'est pas un grand film, voilà. Oui, je trouvais ça sympathique. Il y a de bons effets spéciaux, mais enfin la manière dont elle tue le Predator, j'ai envie de dire c'est le plus nul des Predators, quoi. Bon, voilà. Ou alors c'est un Predator de level 1, hein. Voilà, c'est pas non plus bon. Voilà. Après, c'est sympathique parce que c'est vrai qu'on approche des civilisations amérindiennes, pourquoi pas, hein, montrer. Bon. Mais comme je vous dis, hein, c'est Pocahontas contre Predator. Bref. Next. Alors là, on a du lourd et peut-être la meilleure version de Pinocchio qui fait oublier celle de Zemkis que j'ai mis tout au fond. Alors, j'en ai fait, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Pinocchio de la version del Toro, mais pour moi, celle-là, elle est superbe. Et franchement, elle fait oublier la version de Zemkis. Mais déjà parce que c'est réalisé tout en stop motion, et ça on le voit pas souvent. Et c'est bien de revenir à cette technique. Et franchement, c'est superbement bien fait, c'est très émouvant. Il y a une relecture du mythe de Pinocchio dans l'Italie fasciste, avec le côté qui sont les marionnettes, car entre la marionnette qui, voilà, ce pantin de bois qui veut se faire accepter tel quel, et puis en fait les marionnettes, on voit, c'est le peuple italien qui est possédé par Mussolini. Et franchement, ouais, ça c'est une version qu'on risque de se souvenir. Alors je ne sais pas s'il sera oscarisable l'année prochaine, un film Netflix. Alors peut-être, peut-être pas, mais franchement il mériterait d'avoir une récompense. Parce que ça c'est un très 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 bon film, un très grand Del Toro. Chapeau. Next. Alors oui, j'ai mis un petit peu dans le top comme ça de ma liste, Le Visiteur du Futur. Alors c'était très sympathique. Je connais pas la web série dont c'est originaire. Je sais apparemment que ça date de 2010 à peu près. Je n'ai jamais vu un épisode, mais là j'ai découvert un film de science-fiction français, et ça c'est très important. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, même si en France on a une très grande école de science-fiction d'un point de vue littéraire, mais c'est vrai qu'au point de vue cinématographique, on n'a pas de grands films de science-fiction, mais celui-là était très sympathique pour ce qu'il propose. Même si au début on a une apparition de McFly Carlito dont on se serait bien passé, mais pour tout le reste, ouais, c'est pas mal. Avec ce côté un petit peu voyage dans le temps, ça relance le genre. Et ben ouais, j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça m'a bien convaincu, puis surtout comme c'est un film français de science-fiction, je veux dire, il faut l'encourager. Et j'espère qu'il y aura une suite prévue peut-être parce que ouais, c'était plutôt très intéressant. Next, Blonde. Alors, encore un film Netflix. Vous allez dire, oui, je suis accro à Netflix, mais celui-là, eh bien, si on le prend, alors c'est pas un biopic j'allais dire Brigitte Bardot, de Marilyn Monroe, mais c'est un peu l'histoire telle qu'elle aurait pu être de Marilyn Monroe, et je trouve que c'est très intéressant de le prendre de ce point de vue-là. C'est puissant comme film, et franchement, c'est vrai qu'il est un peu long, mais il est un peu long, mais alors, c'est un pur chef-d'œuvre. Franchement, il n'y a pas de doute, ce film est un pur chef-d'œuvre dans son genre, très bien réalisé. Alors parfois ça passe en couleur, parfois ça passe en noir et blanc, mais l'image est toujours belle à l'image du sujet qu'il développe. Et franchement, il restera dans les annales de 2022. Très bon film que je classe dans le top de là on est plus dans le top. Déjà peut-être dans le bas du top, mais déjà dans le top. Next.
Alors là, très bon film de guerre. Franchement, j'en ai vu des films de guerre, mais là, je dois dire que j'étais impressionné par ce film qui déjà relance le genre. Je veux dire, il y a déjà eu une adaptation, je crois, en 1900, il me semble que c'était enfin, un téléfilm. Je sais pas si c'est le livre qui est des années, ouais, c'est des années 20. Il y a eu un film, je crois que c'était des années 70, qui adaptait ce roman de guerre, enfin ce roman. Oui, c'est un roman, j'allais dire, c'est adapté des, enfin c'est un roman de toute façon, mais adapté d'une histoire vraie, quoi. Voilà. Euh, mais moi qui connais le livre, je connais aussi la version téléfilm. Là, j'ai vraiment été impressionné. Je me suis pris une claque sur cet excellent film de guerre et même anti-guerre quelque part. Mais voilà, avec des scènes impressionnantes. Je garderai toujours en mémoire le grand plan là quand ils sont dans la tranchée et puis qu'il y a l'avancier des chars qui sont juste en face, qui arrivent comme ça dans un nuage de poussière. Ça fait quasiment irréel. C'est voilà, on sent la boue, on sent l'humidité, on sent la guerre telle qu'elle était. En réalité, ça colle au semelle, c'est sale, c'est voilà, c'est vraiment où touche la guerre telle qu'elle pouvait être. Et c'est vraiment un spectacle impressionnant. À l'Ouest, rien de nouveau. C'est une bonne claque visuelle ce film. Next. Vesper Chronicles. Bon, j'ai plus le titre, je me rappelle plus de réalisateur, mais pareil, c'était une bonne surprise. Je sais que c'est un réalisateur, je crois que c'est un Lituanien ou je sais plus, peu importe. Mais ce film, bah, j'en ai pas entendu parler pourtant. Moi, je l'ai vu dans mon petit cinéma art et essai, et franchement, c'est une bonne idée. Bon, avec une fin qui est très optimiste. Alors, c'est vraiment un film. Voilà, c'est un film de desperation avec un univers un petit peu bon bref, voilà, c'est post-apo, dans un univers post-apo, mais la fin est très positive si on sait la lire. J'ai dit oui, je dis oui, c'est un bon petit film tranquille. C'est 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 pas pessimiste, c'est humain. Puis alors, vous voyez cette fin qui est très ouverte et qui appelle à une note d'espoir. Très bon petit film que je retiendrai et j'espère qu'il sortira aussi en DVD parce que voilà, l'affiche comme le visuel du film est super bon. Next. Alors là, ah là oui, oui, je dis oui. Excellent biopic sur une grande dame, Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, qui fait un excellent film. Et j'ai envie de dire, même plus loin, c'est le biopic idéal que j'aurais attendu sur De Gaulle. C'est comme ça que je veux voir un biopic sur une grande personnalité, sur une grande dame qu'était Simone Veil. Et alors, on part de ce film, on part bien sûr de sa fameuse loi de l'avortement. Et on voit à partir comme ça de flashbacks comment c'est très ingénieux. On voit à partir de ce fait, le fait le plus connu, on le passe dès le début du film, comme ça, bah, voilà. Et on voit comment elle en est arrivée, voilà, comment les événements qu'elle a vécus dans sa vie ont fait qu'elle a forgé un combat avant tout pour la dignité de l'être humain. Et c'est dans cette optique-là qu'elle a fait cette loi, alors qu'elle s'est battue pour passer la loi sur l'avortement en 1975. Mais son combat allait plus loin. C'est-à-dire que c'est un combat pour la mémoire, un combat pour la dignité de l'homme. Bien sûr, il y a cette histoire de la Shoah qui était toujours au cœur, mais toujours dans le... Voilà, elle s'est toujours battue, cette dame, pour la dignité de l'être humain, quel qu'il soit. Et cette phrase, c'est vraiment une phrase que Simone Veil a prononcée. Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Et franchement, déjà c'est un film qui est toujours d'actualité, malheureusement j'ai envie de dire, et surtout qui est porteur de mémoire, porteur d'histoire. Et je pense que ce film est vraiment à la hauteur de Simone Veil. C'est un très grand film. Et alors, voilà, il y a voilà, Elise Zilberstein qui fait, voilà, qui est
qui ait fait une interprétation de Simone Veil plus vraie que nature. Tout est bon dans ce film. Là encore, j'espère qu'il sortira en DVD parce que je veux l'avoir dans ma vidéothèque. Déjà, pour son thème, moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien les grandes figures de l'histoire, et aussi c'est un très grand moment de cinéma, très grand film d'Olivier Dahan, et j'espère qu'un jour, il fera un biopic sur De Gaulle de la même manière. Merci monsieur Dahan pour ce film. Next. Alors là, je sais que beaucoup l'ont pas aimé, c'est vrai que c'est un film qui va diviser. Moi, je le mets dans mon top, dans le haut de mon top, parce que voilà, voilà. Alors, ceux qui sont allés en disant oui, mais c'est un film de science-fiction, mais qui n'est pas un film de science-fiction, se sont complètement gourés. Nope, c'est un chef-d'œuvre. Alors oui, il y a cette référence, il parle de l'industrie cinématographique, etc. Mais plus que ça, il relance le genre pour ce que j'appelle les phénomènes fortéens, c'est-à-dire les phénomènes irrationnels, surnaturels. On ne sait pas ce que ça vient de l'espace, etc. Et en fait, c'est une réflexion, moi je l'ai vu, c'est une réflexion sur la petitesse de l'être humain par rapport à des choses qui les entourent. Comment on réagit par rapport à un événement qui nous dépasse. Et ils sont là carrément sur un événement qui est plus grand qu'eux. Alors, est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit le diffuser? Est-ce qu'on doit en parler? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, il y a aussi qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On ne sait pas l'expliquer. Comment réagir face à l'inexplicable? Et franchement, Jordan Peele, je suis désolé, il nous donne une œuvre qui est absolument magnifique, qui est absolument très immersive. On réfléchit, et puis voilà, il y a ces plans qui sont très beaux, quoi. Je veux dire, non, je suis désolé. Alors oui, il y en a peut-être qui l'ont pas aimé. Pour moi, ça reste quand même un chef-d'œuvre. Là encore, j'attends qu'il soit en DVD ou en Blu-ray pour le garder dans ma vidéothèque. Mais franchement, oui, c'est un demi-film de l'année. Pas encore mon cran, mais pas sur mon podium, mais presque. Next. Alors voilà, on arrive sur mon podium. Alors là, on arrive sur mon podium, hein, mais seulement on est à la 4e place. Il en reste encore 3 devant. Et les 2 prochains que je vais vous montrer, enfin le prochain que je vais vous montrer est lui, eh bien je les aurais mis à la 3e place, mais là, il fallait un sur la 4e. Enfin, moi je les aurais mis 3e ex aequo. Elvis de Baz Luhrmann. Là encore, un très très bon biopic que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est, alors déjà pour la performance d'Austin Butler en Elvis, quasiment il reprend, alors c'est pas lui qui chante, hein, mais c'est lui qui reprend les expressions, l'impression de vivre vraiment Elvis. La performance de Tom Hanks évidemment en Colonel Parker, et d'ailleurs ce film vu par les yeux du Colonel Parker, dont on connaît un petit peu le côté un peu filou que c'était. Justement, c'est très intéressant de voir de ce point de vue-là. Mais alors, c'est un film qui se laisse regarder, je veux dire, c'est pareil. Alors, ça peut déconcerter, ce mélange un peu, on revient au présent, on revient au passé. Mais moi, au final, c'est pas si gênant que ça. Et quand on connaît la vie d'Elvis, quand on connaît la vie tellement active qu'a été Elvis, eh bien, on se dit, bah oui, ça ressemble à sa vie. C'était une pile électrique, Elvis. Elvis, c'était une pile électrique, ça bougeait tout le jour. Et alors peut-être, certains vont trouver le rythme très saccadé de ce film, mais ça correspond à ce qu'était Elvis. À ce qu'était Elvis, et ça, c'est plutôt bien vu. Elvis, la légende, le film est une légende sans concession, parce que c'est pas, on va pas un portrait comme ça, il fait pas un portrait, il fait pas un panégyrique d'Elvis, mais franchement, ouais, ça le fait, et c'est un très 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 grand film pour qui aime non seulement la musique, qui aime le cinéma et qui aime Elvis Presley. Chapeau, monsieur Luhrmann, pour ce film qui est une merveille. Suivant, The Batman. Alors lui aussi, je l'ai mis à la 3e place parce que, voilà, je l'aurais mis ex aequo quand même avec Elvis. Mais ce sera vraiment dans mon top
de l'année. C'est dans mes 3 films de top de l'année. Je suis désolé, mais c'est l'une des meilleures versions de Batman, telle que j'aurais voulu le voir depuis longtemps. Alors attention, j'aime bien la version de Tim Burton, hein, de 92, enfin, de 89 et 92, les deux d'ailleurs, 89 et 92. Mais là, c'est du Tim Burton, quoi. Ça veut dire, les deux versions de Batman, c'est du Tim Burton. Alors, c'est des très bons Tim Burton, mais là, on s'approche à ce qu'était véritablement Batman dans la BD. C'est-à-dire, on parle enfin de Batman. C'est The Batman. D'ailleurs, le titre The Batman. C'est pas quelqu'un comme ça. Batman, c'est un héros anti-héros, quelque part. On ne sait pas dans quel... Où c'est un justicier, mais un justicier un peu individualiste, quelque part. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film. C'est qu'il est un Batman quasiment anonyme, quelque part. C'est ça, Batman. Très sombre, très noir, très fidèle aux comics d'origine de 1939, telles qu'elles avaient été imaginées par Bob Kane. Et franchement, oui, alors certains vont peut-être ne pas l'aimer, certains vont peut-être décrier. Pour moi, il mérite la 3e place de mon podium, derrière un film que j'ai pas mis en premier, mais j'aurais pu, et qui est Next, Avatar, la voix de l'eau. Alors c'est pas mon premier, bien que j'ai hésité, mais moi je le mets en 2e, parce que devant, vous allez voir qu'il y aura un autre film, que pour moi ce sera mon film de l'année, Avatar, la voix de l'eau. Là je me suis pris, en plus je l'ai vu en 3D HFR, voilà, avec les lunettes tranquilles, et je me suis pris une claque visuelle. C'est un pur spectacle, un pur moment de bonheur, et même l'histoire qui est pas loin d'être bête. C'est une belle histoire de famille avec une réflexion aussi un peu sur qu'est-ce que c'est qu'être qu'est-ce qu'être étranger dans une autre culture, comment s'intégrer. Il y a aussi une réflexion sur l'intégration, tout ça. C'est pas mal fait, c'est pas mal fichu. Et puis bien sûr, la côté technique, c'est du James Cameron, quoi. On voit encore là que il a mis le budget, il a mis plus de 10 ans à créer ce film, et ça se voit. Il y a de l'ambition, il y a quelque chose dans ce film. Franchement, ça peut-être la durée du film peut rebuter, hein, plus de 3 heures. C'est vrai que bon, après, il y a des films qui l'approchent, hein, mais franchement, on passe 3 heures sans voir le temps passer. Et j'étais là, j'étais assis dans mon fauteuil, j'étais comme un gosse qui voit devant lui un spectacle. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. En plus, les personnages sont attachants. À chaque fois, bon, il y a peut-être des moments, un petit peu, peut-être des longueurs, mais je veux dire, c'est tellement beau qu'on ne voit pas, quoi. Je veux dire, les moments où on passe dans l'eau comme ça, puis en plus ça se détache en 3D, on a l'impression de flotter à un moment donné, c'est superbe. Et franchement, j'espère là aussi, franchement de tout cœur, je pense qu'il sortira en Blu-ray, j'espère qu'il va sortir en Blu-ray, mais je regrette déjà de ne plus le voir au cinéma, comme j'avais déjà aimé le premier, et comme j'ai regretté ensuite de ne plus le voir au cinéma. Alors je sais, oui, il est ressorti, mais bon, pas chez moi, hein. J'habite pas à Paris, j'habite une grande ville, hein, désolé. Voilà, j'aimerais bien, j'espère que je les aurai, hein. De toute façon je l'aurai en DVD bientôt, quand il sortira, mais j'aurais aimé avoir une salle du cinéma pour le revoir sur grand écran, parce que je sais qu'il sera impossible. Je pourrais plus le voir en 3D, ce sera sur un DVD, ce sera sur un écran de télé, mais ce sera plus pareil, mais peu importe. Mais là, j'ai eu la chance de le voir en 3D, et voilà, c'est un souvenir incroyable de ce film qui était fidèle à ses promesses. Alors, c'est pas, je l'ai pas mis en première position, je l'ai mis en 2e, parce que devant le film, mais j'aurais pu le mettre ex aequo avec celui qui suit, parce que pour moi, je pense, très honnêtement, qu'il sera oscarisable l'année prochaine. Je pense qu'il va avoir au moins un Oscar des effets visuels, bon, même si c'est tout en numérique, mais du numérique qui est bien fait, qui est bon une fois, qui est bien utilisé, sans qu'on voit, on a l'impression de voir les expressions, le visage, tout ça, c'est superbement bien réalisé. James Cameron qui nous produit, comme d'habitude, une pépite visuelle,
et je pense qu'il aura 2 ou 3 Oscars l'année prochaine. C'est mon pronostic. Mais alors le prochain, pour moi, c'est mon film de l'année. Top Gun Maverick. C'est... Alors j'en ai parlé, hein, je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de ce film. C'est ma claque de cette année. Déjà, parce que réalisé sans effets numériques, à l'ancienne, putain que ça fait du bien. C'est vraiment... Voilà. Et je veux dire, ce film ne sombre pas dans la nostalgie. Parce que moi, je suis un enfant des années 80. J'ai grandi dans les années 80. Et je me rappelle encore, je devais avoir 12-13 ans, quand le premier film est sorti, le premier Top Gun. Là aussi, je m'étais pris une claque visuelle. Alors oui, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que si on n'est pas fan de scènes aériennes, bon, mais moi je m'étais vraiment pris une claque visuelle pour le premier, mais alors là c'est double claque visuelle. Alors, il n'est pas tombé, j'ai envie de dire qu'il n'est pas tombé dans la nostalgie qu'il lui aurait dit à copier. Voilà, il nous propose une histoire différente, et on va dire, la séquence nostalgie, c'est juste au début, c'est expédié au début, en 6 minutes, on va reprendre la nostalgie, on va rouvrir, on va reprendre le personnage de Maverick qui regarde un petit peu ses souvenirs par des photos, par des choses. On va avoir ce moment où il ouvre, où il prend son blouson, où il enlève la bâche et il prend la moto comme ça, il s'en va, il recopie un petit peu la scène avec quand il fait la course contre l'avion. Voilà. En 6 minutes, on a toute la nostalgie, et puis après, le film s'ouvre sur autre chose, en n'oubliant pas le passé, mais en créant une autre histoire. Et alors, c'est une véritable claque visuelle, avec des acteurs qui ont souffert pendant le tournage, et ça se voit. Là, c'est pas du chiquet, c'est pas du studio. Ils ont été vraiment dans un avion, et ils se sont pris des jets dans la tronche. Voilà, un vrai film, comme on n'en voit plus beaucoup au cinéma, et bon Dieu que ça fait du bien, bon Dieu que c'est chouette. Déjà, je l'ai en DVD, et il va rejoindre tout de suite là le premier, et bon Dieu que c'est du bon, quoi, c'est du bon. Et je prédis, celui-là, je sais pas s'il sera film de l'année, mais au moins il aura, allez, on va dire 2 ou 3 Oscars au moins pour les effets visuels, parce que franchement, il le mérite. Ça aussi, c'est un futur candidat aux Oscars. Et pour moi, personnellement, c'est mon film de l'année 2022. Parce que c'est ça que l'on veut revoir au cinéma. Bordel de merde! C'est ça que l'on veut revoir au cinéma. Ça, c'est du grand cinéma, comme on l'aime, comme ma génération. Je suis un quinquagénaire bientôt. J'ai grandi dans les années 80 avec ce film-là. C'est ça que l'on veut revoir. Quand il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, quand il n'y avait pas tout numérique, quand on revoyait à l'ancienne, bon Dieu, et ça nous faisait rêver parce que c'est la performance. Un fait de film comme ça, c'est de la performance à l'état pur. Et alors, puis alors des plans magnifiques sur l'intérieur, sur les avions, sur les scènes aériennes, qui sont très lisibles en plus, qui reprennent un peu, des fois, un petit peu, il y a des petites références au premier, mais c'est pas non plus appuyé, mais c'est génial. Franchement, on veut, merci Tom Cruise, merci de vous avoir refait revivre. J'avais l'impression de ce film, d'avoir à nouveau 13 ans, et de rêver. C'est ce film qui me donnait rêver, qui presque envie d'être un pilote de chasse, ce que je suis jamais devenu, parce que je suis je suis myope et en même temps je suis une nullité en maths, mais bon, au moins ce film, le premier Top Gun m'avait fait rêver à ça. Là j'ai à nouveau rêvé de pouvoir m'envoler dans un jet et d'aller affronter. Alors c'est moins manichéen, hein, je veux dire, c'est moins manichéen, mais voilà, on sait un peu ce que l'on affronte, si c'est pas des Russes ou des Moyen-Orientaux, peu importe, je dirais plutôt des Russes, mais bon, peu importe, c'est pas dit. C'est un film qui se concentre sur son spectacle, et du vrai grand spectacle à l'ancienne, et c'est ça ce qu'on attend d'un film. Pour moi, Top Gun Maverick restera mon film de l'année. Voilà, on arrive à la fin du top. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit d'acquiescer à certains
Voilà, vous avez mon top film. Alors je vous rappelle un petit peu mon top. Alors moi j'ai en premier donc Top Gun, deuxième Avatar, troisième, on va dire troisième ex aequo avec Baz Luhrmann et The Batman, et Top Gun Maverick, mon film de l'année. En espérant que ça vous, voilà, que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, je m'offusquerai pas. C'est ce que je pense en toute subjectivité. Ma foi, on discute de mes choix ou pas en commentaire. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, diffusez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la si elle ne vous a pas plu. Moi, voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je vous dis, bien, préparez un bon réveillon pour l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes samedi soir, entre amis, en famille. Préparons la nouvelle année 2023, qu'elle soit aussi riche en très bons films que l'année 2022 l'aura été, qu'elle nous fasse à nouveau rêver. Et moi je vous ai dit à l'avance un bon réveillon et une bonne année, et puis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.